Voilà. Ensuite, alors moi, il faut que je retire ma caméra, que c'est ça qui a dû faire non plus. Ah, je peux pas. Attendez, si je coupe ma caméra, peut-être que ça fera pas le duplication quand je fais le partage d'écran. On va essayer. C'est notre application. Je coach le travail. Partager. Non plus. Bon, ça veut pas. Ça veut pas. Aujourd'hui, Au contraire, là, c'est. ce sera toujours comme ça. Alors, si là, ça va, voilà. Donc là, tout le monde a bien l'écran. Donc alors aujourd'hui, on Oui. va s'intéresser aux préparations spécifiques. Donc en gros, euh, vous avez des motivations pour et le temps pour préparer une partie spécifiquement. C'est-à-dire que contrairement à d'habitude où on essaye quand même de progresser tout court aux échecs, c'est-à-dire qu'on essaie de faire quand on travaille aux échecs, c'est pour progresser dans son jeu ou dans son répertoire ou dans différentes parties du jeu. Là, on va essayer de faire un travail qui ne servira en fait, qui sera quasiment que du one shot, qui servira que pour la partie. Alors, dans quel cas on fait ça en fait? Dans quel cas on fait un travail qui, en fait, ne sera utile que pour une partie en gros. Quand on connaît ce que joue en général l'adversaire. L'appariement. Voilà, quand on connaît l'adversaire, mais est-ce que c'est une raison suffisante? Alors, je connais un adversaire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de travailler spécifiquement contre lui plutôt que de travailler les échecs tout court? Parce que c'est Je vraiment... pense que c'est quand son répertoire est gênant pour nous. Alors effectivement, c'est quand on peut avoir des problèmes, ça peut être... Effectivement, quand on a un problème sur son répertoire. Si jamais vous savez qu'il y a une difficulté et vous préférez essayer de le résoudre, ça peut se comprendre. Mais globalement, donc là, en plus, bon là, par contre, c'est globalement, en plus ça vous servira pour plus tard, parce que c'est à vous demande de corriger un problème que vous avez dans votre répertoire. Donc là, là pour le coup, ça souligne juste un travail que vous auriez dû faire avant, mais bon, voilà, faut le faire. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres cas de figure qui peuvent justifier cette prise de temps en fait, hein, de consacrer du temps juste pour une partie en fait? Qu'est-ce qui peut justifier Ah, l'importance de la partie aussi. Voilà, bah c'est ça en fait. C'est en général quand on prépare une partie, c'est que cette partie-là a une certaine importance. C'est-à-dire que c'est après, il y a d'autres facteurs. Ça, c'est un des facteurs principaux, c'est l'importance de la partie. C'est l'importance du résultat de la partie. Des fois, il y a des parties où on a des résultats où le résultat est biaisé dans le sens où, par exemple, une nulle suffit largement équivalente à une victoire, ou au contraire, faire nul, on doit absolument gagner, quoi. Voilà, disons qu'en tout cas, que le résultat n'est pas, c'est pas, c'est vraiment crucial. C'est une importance. Euh, voilà. Et évidemment, avoir des connaissances sur l'adversaire, ça peut aussi aider à préparer une partie. On n'est pas obligé de connaître l'adversaire. Des fois, on peut préparer quand même une partie spécifiquement parce que le résultat est très important sans connaître son adversaire. C'est-à-dire que là, typiquement, si on doit absolument gagner, on va faire attention de recouvrir dans notre répertoire quelles sont les lignes qui ont un caractère de nullité trop élevé. Et donc, dans ce cas-là, essayer de dévier sur ces lignes-là, trouver d'autres lignes. Voire même utiliser un répertoire nouveau pour cette partie-là pour surprendre l'autre et avoir des positions en espérant avoir des positions moins annulantes, ou à l'inverse, si on doit faire nul, bah, essayer de trouver un répertoire beaucoup plus solide et beaucoup plus qui élimine beaucoup plus de pièces rapidement en fait. Donc c'est important. Évidemment, c'est plus pratique quand on connaît l'adversaire. Alors parfois, effectivement, même quand le résultat n'est pas important, comme l'a signé Gérard, quand on connaît l'adversaire, des fois, ça peut quand même être intéressant de préparer. Parce que là, alors soit parce qu'on a un problème dans son répertoire, soit parce que on sait que l'adversaire a un problème dans son répertoire, et on veut prendre le temps, on va prendre la petite heure nécessaire qui permettra de bien profiter de la faille de son répertoire. Oui, mais il y a aussi des cas un peu particuliers qui tiennent au style. C'est-à-dire que, par exemple, tu es prêt à jouer une certaine variante contre certains adversaires, mais tu sais que ton adversaire est un grand combineur, et là, tu préfères pour une fois l'éviter, Oui, alors là, effectivement, ça aussi, par exemple. ça fait partie des connaissances d'adversaire. On allait y venir. Là, j'étais pas sur ce qu'on allait faire, c'était les raisons pour lesquelles on préparait. Et effectivement, après, la préparation, il y a plein de choses. Il n'y a pas que l'ouverture dans la préparation. Parce que justement, après, quelles sont les données qu'on peut prendre en compte? C'est le deuxième point que j'ai mis. Qu'est-ce qu'on peut prendre en compte? Quelles sont les données qui sont intéressantes lorsqu'on veut préparer une partie? Est-ce Est-ce que, qu'on. Ouais. Vas-y. Comment? non, est-ce que l'adversaire doit gagner lui aussi? Parce que globalement, Oui, effectivement, lui aussi va peut-être prendre une les contraintes variante adverses. calme.
Voilà. Les contraintes adverses, c'est Les contraintes globalement, adverses, c'est important, effectivement. est-ce qu'il va jouer pour la nulle ou est-ce qu'il va jouer pour le gain? Oui, oui, ça joue, effectivement. Tu as raison. Le poids du résultat pour l'adversaire, ça. Le poids du résultat pour toi, c'est important. Mais aussi, quel est le poids? Parce que c'est pas toujours lié. Hein. Des En fois, fait, moi, j'allais te proposer, est-ce qu'on veut une partie tranchante ou calme? Je sais pas si ça. Si, tu veux ça, partir c'est sur- Ça fait c'est un des partie de la résultat. nulle, ça, c'est un des la objectifs. nulle ou. Là, c'est un des objectifs Ah, qui sont liés au résultat et aux connaissances d'adversaire, mais là, c'est pas une donnée. Ça, c'est ce que tu vas rajouter. Justement, ça va être un de tes objectifs et ça va être lié donc soit au résultat que tu veux obtenir, soit et à tes D'accord. connaissances d'adversaire. Et là, ça va être justement. Lié au résultat. Mais ça, c'est pas c'est pas une donnée. Hein. Ça, c'est ce que tu rajoutes. Mais quelles sont les D'accord. données que tu peux utiliser pour ça? Alors, les données, effectivement, bon, c'est effectivement quels sont les objectifs, quels sont les objectifs adverses. Ça peut énormément jouer, effectivement, sur la préparation. Donc, qu'est-ce qui peut jouer d'autre comme données? Il y a les forces et faiblesses de l'adversaire, celles qu'on connaît. Voilà. Alors, effectivement, Par exemple, si c'est un joueur de style positionnel ou est-ce que c'est un joueur de style tactique? Voilà, effectivement, c'est la filière du jeu d'adversaire, bien vu. Donc ça, c'est toutes les informations sur l'adversaire. Essayez de collecter quelles sont les informations que vous pouvez collecter sur l'adversaire. Donc, le résultat, effectivement, l'importance du résultat pour les deux joueurs, les objectifs des deux joueurs, les informations donc sur l'adversaire, sur son, pas que sur son jeu, sur sa filière, il y a plein de choses qu'on peut apprendre sur un adversaire. Et enfin, il y a aussi une dernière chose quand même qu'on oublie assez souvent, c'est les conditions de jeu doivent être connues quand même. C'est-à-dire que la cadence de jeu est très importante pour la préparation. Oui, certaines préparations sont plus efficaces sur certaines cadences que d'autres. Donc il faut vraiment en prendre compte. Le délai que vous avez pour préparer, parce que si on n'a pas beaucoup de délai de préparation, les conditions de préparation, selon les préparations ne peuvent pas être les mêmes. Et enfin bon, ça c'est vrai en fait quasiment pour toutes les parties, mais c'est encore plus vrai je pense que quand on prépare une partie, c'est de faire attention à tout ce qui est lié à la restauration pendant la partie et aux conditions de jeu dans la salle de jeu. C'est-à-dire que dommage de préparer une partie et de se retrouver avec une fringale en plein milieu de la partie ou se rendre compte qu'on ne sait pas où sont les toilettes à un moment crucial. Oui, mais c'est vachement important. Oui, c'est assez important, oui, c'est ça. Ce serait vraiment dommage d'avoir bien préparé la partie et de ne pas avoir préparé ces petits trucs-là qui sont quand même. Qui sont... Et j'ajouterais que vous y accorderez de plus en plus d'importance avec le temps. Ça... Voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Petite question, Bertrand, quand tu dis la cadence, tu fais tout de suite la séparation blitz surtout rapide et long, et non pas dans les parties longues, 1 heure, 1h30 plus. Ça peut jouer. Le classique, tu fais aussi le. Là, en fait, quand tu prends une cadence, il faut vraiment tout prendre en compte. Par exemple, au candidat, tournoi des candidats, par exemple, si on prend le tournoi des candidats, il y a des années où ils font les 40 premiers coups avec incrément, et il y a des années où ils le font sans incrément. Et là, ça change beaucoup de choses. D'accord. Pour les joueurs qui sont qui comme Grinchuk ou Ivanchuk, utilisent au maximum leur temps quand il n'y a pas d'incrément, là, ça change tout sur la préparation que tu joues contre eux. Parce que clairement, tu vas essayer de les mettre mal au temps. Tu vas essayer de jouer des lignes. Tu vas essayer de jouer des lignes qui très tôt deviennent complexes et qui restent avec beaucoup de matériel pour en espérant qu'ils plongent dedans et qu'à la fin ils se retrouvent vraiment. Et tu vas essayer de prolonger au maximum le gain de tu vas éviter au maximum les échanges au début, quoi. Alors, ce qui est un peu moins vrai quand t'as un incrément, parce qu'ils ont quand même toujours l'incrément pour s'en sortir derrière, quoi. Mais c'est comme, voilà, ça peut jouer quand même, hein. C'est vraiment toutes les cadences. Alors, voilà, donc, on a les données. Donc, voilà. Et donc, là, comme tu l'as déjà bien dit, Gérard, effectivement, la préparation, ça consiste pas qu'à la préparation théorique, hein. Il y a d'autres facteurs. Là, effectivement, la filière du jeu adverse est très importante aussi, hein. Ça, c'est même essentiel, je pense. Il n'y a pas que la filière, là aussi, on peut trouver des lacunes chez l'adversaire, hein. C'est-à-dire quand on a le temps, ça dépend du temps qu'on a, hein. Mais quand on a le temps de bien regarder les parties, des fois, on peut trouver des points forts et des lacunes. Donc, les points forts, il faut les connaître. Parce qu'on peut pas aller forcément les éviter, mais au moins, on est prévenu que dans ces jeux-là, c'est-à-dire que si on a l'impression, des fois, un coup qu'on aurait pu être une faute, mais on sait, attends, dans cette si on est fort, il y a peut-être quelque chose qui traîne, et on se rend compte que là, on est on est plus affûté dans le sens où on est averti, en fait. Et à l'inverse, s'il a des lacunes, on sera moins surpris quand il fera une faute dans une position, une faute qui est largement, qui ne fera pas de son niveau. Voilà. Alors, quelques trucs de base. Il y a un point, pardon. Oui, il y a un point, à mon avis, qui est-ce qu'on sait comment l'adversaire réagit face à une surprise complète dans le choix de début? Et quelquefois, on peut observer que certains adversaires, face à une surprise, jouent passivement. Par exemple, choses comme ça. Passivement, ou qu'ils aient du mal, par exemple, sur une des parties que je mettrai en exemple,
Karana, sur une surprise, ça dépend des cas de figure. C'est-à-dire que si la surprise amène à des positions qui sont inhabituelles, voilà, qu'il n'a pas encore travaillé, c'est-à-dire que des structures, ça peut vraiment le perturber. C'est vraiment gênant pour lui, parce que c'est un joueur qui a plein de qualités, qui joue très bien, qui travaille énormément, mais c'est vrai qu'il n'est pas très créatif, dans les positions un peu nouvelles pour lui. Il n'est pas forcément à l'aise, quoi. Il est pas forcément. Bon, il reste très très fort, hein, parce qu'il calcule super bien. Il a quand même. Et puis, en général, par analogie, plus ça avance, plus il connaît de choses, donc plus c'est dur de faire. Mais malgré tout, c'est un de ses rares petits défauts. C'est quand même dur d'y arriver, hein, d'atteindre ça contre lui. Alors, des petits trucs de base. Il faut savoir que l'âge de l'adversaire peut parfois être utile à connaître, parce que quand ils sont très jeunes ou extrêmement âgés, il y a quand même des stratégies qu'on peut mettre en place. Alors, c'est pas obligé, hein, mais qui sont assez efficaces. Quelles sont-elles? Contre un joueur très jeune ou très âgé, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place? Contre un jeune, il faut jouer positionnel, essayer d'avoir une partie calme. Voilà, effectivement, contre un joueur jeune, contre un joueur très jeune, hein, on va essayer d'aplanir le jeu. Bon, c'est pas vrai pour tous les jeunes, hein, mais la plupart des jeunes, effectivement, n'aiment pas les positions très plates et surtout, ils ont tendance à sous-estimer la difficulté de tenir une position très égale. Et la plupart des jeunes pensent, bon voilà, c'est nul, et ils ont tendance à pas être à fond sur la position. Et donc, résultat, effectivement, c'est une bonne idée de jouer, d'aplanir la position. Contre un joueur extrêmement âgé, est-ce que c'est une bonne idée d'aplanir la position? Non, c'est le contraire. Oui, contre le contraire, effectivement, on a tendance à vouloir aiguiser le jeu. En général, à partir d'un certain âge, malheureusement, on souffre au niveau du calcul. Et donc, aiguiser la position peut vraiment être très très pénible à partir d'un certain âge. Il y a encore des exceptions, hein, bien sûr, mais c'est souvent vrai. Et il y a autre chose aussi, je peux vous le dire, c'est que il faut faire durer la partie. Oui, voilà, dans les deux cas. Âgé, parce que la capacité diminue avec le temps, en fonction du temps, beaucoup plus vite que celle d'un joueur plus jeune. Voilà. Mais par contre, même contre les plus très jeunes, il faut aussi allonger la partie. Hein. Les plus jeunes, les quatre parties longues, ils ont du mal. Hein. Si tu fais durer la partie 3, 4 heures, 5 heures contre les moins de 15 ans, même des fois c'est terrible. Je me souviens d'une partie de Pascal Chaumet en accession. Il joue contre un jeune, hein, vraiment jeune, 10-11 ans. Et il est vraiment mal. Hein. Pascal, il est mal, il souffre, il arrive à plus ou moins égaliser, mais après, à un moment donné, il peut tout simplifier et annuler. Mais non, il garde la finale avec toute sa pièce et il tourne. Et en fait, quand on arrive à 23 heures, le gamin de 10 ans, ça fait déjà 2 heures qu'il dort d'habitude, quasiment. Donc, je t'assure qu'il l'a défoncé, quoi, vraiment. Et j'ai vu arriver, j'ai fait, oh là, le pauvre, il n'est pas couché. Parce que tout le monde allait finir. Et la partie continuait. Et je fais, oh là, le gamin, il tient à peine debout, quoi. Et c'était, bon. Mais de toute façon, globalement, la plupart des jeunes, alors certains sont très endurants, mais tous n'ont pas l'endurance aux échecs. Quoi. En général, c'est globalement que sur les âges extrêmes, c'est bon de privilégier une filière longue de partie. Par contre, il faut aplanir le jeu effectivement contre les plus jeunes et aiguiser le jeu contre les plus âgés. Bravo, vous avez trouvé. Et on peut dire que les jeunes qui n'ont pas les défauts habituels de leur âge sont parmi les plus prometteurs souvent. Parce que je me souviens de Lautier très jeune. J'ai joué contre lui quand il avait 12 ans. Et qu'est-ce qu'il était différent des autres gamins. Ah oui, non, mais il était très. Alors ça, il était. Déjà, il était très très bosseur, ce qui n'est pas si fréquent. Hein. Et en plus très déterminé. Il avait. En plus, en France, on a tendance à ne pas oser montrer ses ambitions. Lui, il osait pas. Il a toujours été très clair sur ses ambitions. Donc il avait vraiment un caractère assez différent. Et bon, il a été haut. Hein, il a été haut. Ouais, non, c'est vrai. Donc effectivement, on peut faire attention. Mais grâce à ces parties précoces, jouées précocement, j'ai un score égal contre Lautier. Ah, c'est beau, c'est pas mal. Déjà, même jeune, fallait jouer. Hein. Il était bon, hein, jeune. Hein. Je crois qu'il a été champion d'Europe aussi, un truc comme ça, jeune. Non, jeune était champion du monde. Champion du monde. Champion du monde, c'est ça, champion du monde. Junior, il avait que 15 ans. Il avait que 15 ans. Donc il y avait comme le numéro 10 mondial, Ivan Chouk, sur le tournoi. Il y avait Gelfand, il y avait Anand, il y avait Shirov. Il y avait même Kramnik, bon, il avait 12 ans. Il y avait Kramnik. Il y avait qui d'autre? Il y avait vraiment. Et du gratin, quoi. Ah ouais, non, c'est monstrueux. C'est sans doute un des championnats du monde les plus forts en termes de. Il y avait plusieurs champions du monde. Il y avait le numéro 10 mondial de l'époque, adulte, hein, je veux dire, qui était là.
Bon, après, effectivement, il a pas gagné largement, hein, Lothier. Hein. À la dernière ronde, il était 7 à pouvoir jouer le titre. Ça, il a eu, mais bon, c'est quand même énorme, quoi. C'est quand même énorme d'avoir gagné, Je le tour vois du qu'il monde a un à 15 ans. score positif contre Kasparov. Hein. Je crois qu'il Alors a un oui, score je crois positif. Oui, oui, qu'à la fin, il a quand même absolument. même si... Oui, il a 2-0. je crois qu'il avait 2-1. Ah, peut-être que je me C'est trompe. vrai qu'à la fin, ça tournait un peu moins bien, mais bon, je me trompe peut-être, hein. C'est peut-être en rapide. Et il a fait partie de l'équipe de Kramnik en Bah 2000. oui, clairement. Ça fait partie de l'équipe secrète de Kramnik, Variev, Lothier, pour le championnat du monde contre Kasparov. Ah, maintenant, elle est plus secrète, mais à ce moment-là, il avait bien caché sa préparation. Et c'est vrai que c'était bien vu d'avoir pris Lothier, qui avait quand même réussi plusieurs fois, 2 fois au moins, 2 fois, oui, 2 fois à surprendre Kasparov dans l'ouverture. Voilà. Donc, alors d'autres trucs, quand on a une différence extrême d'élo, soit qu'on est beaucoup plus fort que l'adversaire soit beaucoup moins fort, bah, contre un joueur beaucoup moins fort, il est recommandé de réduire la prise de risque. Parce que de toute façon, on n'a pas besoin de prendre de risque contre un joueur beaucoup plus faible. Normalement, on doit gagner 100. Et contre un joueur plus fort, bah là, il est conseillé d'augmenter beaucoup plus fort, au moins de 50 points d'écart. Quand je parle des différences extrêmes. Hein. Là, il vaut mieux augmenter la prise de risque. De toute façon, si on prend pas de risque, il n'y aura aucune chance de gain. Donc, même de nul, si la différence est vraiment énorme, il vaut mieux augmenter ses chances qu'il fasse des erreurs, même si c'est au moins c'est notre aussi. Alors, voilà pour les trucs de base. Alors, pour aujourd'hui, en fait, il y a 2 choses qu'on peut faire aujourd'hui. Soit je fais le cours, soit que j'avais prévu là, soit on peut essayer de préparer, on peut s'amuser à être sur le tournoi des candidats et préparer contre un des joueurs du tournoi des candidats, comme vous préférez. Donc là j'ai des exemples classiques hein, que vous pouvez voir sur l'écran, où on peut regarder les candidats. Alors, le problème c'est qu'on n'aura peut-être pas le temps en fait. Je suis en train de me dire que le candidat ce sera un peu long. Donc non, je pourrais plutôt faire le cours. Allez, fais-nous ta préparation. Ouais, parce que là en fait je suis désolé, c'est vrai que ce sera un peu dur parce que c'est quand même long de préparer un joueur, donc en 45 minutes, 1 heure, ce sera un peu juste. Donc là on a une partie je propose d'avoir une partie entre Magnus Carlsen et Judith Polgar, vous la connaissez peut-être, j'en ai peut-être déjà parlé. Donc sur cette partie-là, donc là, Judith, la néo-zélandienne fait partie de son répertoire, c'est à ce moment-là même la ligne qui a joué le plus souvent. Donc, personne n'avait prévu Dame C2, Dame 5, pareil, là c'est pas trop de surprise. Caille 4, elle joue Gambis, pas de surprise. 5, c'est franc, KSC6, on prend, et là, personne joue le coup secondaire, mais qui est quand même important, E3, la ligne principale c'est Caille. Et ici, Judith généralement jouait Dame A5 ou Fou F5. Et dans cette partie-là, elle a joué Dame F6. Qui est un coup qui, en gros, sur ma base de données, j'en ai que 7 parties sur cette variante-là. Judith l'avait jamais joué, et c'est un coup qui a été très très rare. Cependant, pour l'histoire, Carlsen avait parié sur le fait que Judith jouerait Dame F6. Parce que quelqu'un connaît l'histoire et sait pourquoi. Il avait anticipé Dame F6 alors que Judith n'avait jamais joué Dame F6 et que le coup était vraiment très rare. Bon, faut dire que 3 est déjà assez rare, mais même si c'est secondaire, c'est quand même relativement rare par rapport à KF3 qui est vraiment beaucoup plus joué. Mais alors, pourquoi, comment? En fait, c'est lié à une partie qui avait été jouée un an auparavant, qui était assez célèbre, donc vous connaissez pas non plus, avec un Dame F6 assez tôt. C'est donc lié à cette partie-là, donc je vais prendre le lien, normalement vous devrez suivre aussi. Voilà, vous avez... Ouais. Donc là, vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Sur KIF3, qui est la ligne principale, pareil, ici, il y a plein de coups possibles, mais Ivanchuk avait joué le coup nouveau, Dame F6, enfin nouveau, qui était vraiment peu joué et qui n'avait pas très trop analysé. Dame F6, en tout cas à ce niveau-là, il n'avait pas trop été joué. Donc contre Barayev, il avait joué ça. Et dans cette partie-là, en fait, donc il avait continué. Un des intérêts, c'est de mettre le fou en G4 et non pas en F5, contrairement d'habitude. Voilà, pour faire pression sur F3. Voilà, et comme ça, le fou est pas en D3, et la pression sur E4 n'est pas fait avec l'intérêt, en fait, c'est qu'on protège le cavalier E4 et qu'on peut pousser D4. Voilà, c'est toute l'idée de la ligne avec Dame F6, c'est qu'il n'y ait pas une surpression sur le cavalier E4, qui soit un peu plus stable, bon, il n'est pas hyper stable, mais un peu plus stable, dans l'idée de pousser D4 avec une position, vous voyez, qui est quand même pas, il y a quand même, c'est assez pénible, hein, parce que le fou 2 qui est pas solide. Donc là, il a quand même une belle pression pour noir. Bon, les blancs avaient quand même obtenu une position équilibrée, hein, mais voilà, c'était une position avec un roi un peu en danger côté blanc. Voilà, c'était une position un peu désagréable. Bon, finalement, il va même perdre, hein, derrière, il va pas réussir à faire la position. En tout cas, voilà, cette partie-là avait quand même,
ça donne envie quelque part. Et comme Judith aime bien varier dans son répertoire, un peu varier les variantes, elle aime bien les lignes agressives, c'était assez logique en fait de penser qu'elle pourrait jouer Dame F6 dans la partie entre et moi, dans cette position-là. C'était pas absurde de penser qu'elle jouera Dame F6 parce que a priori, il n'y a pas beaucoup mieux que KF3 ici. C'est le coup plus naturel, KF3 ou Foudet. On peut pas justement profiter du fait qu'on a que ça se passe un temps plus tôt pour jouer fou des 3. Alors, on peut aussi jouer fou D3. Voilà, fou D3 tout de suite. Et là, effectivement, on pourra pas jouer. Alors là, je vais demander à la machine, parce que j'avoue que j'ai oublié de vérifier fou D3. Je me souviens plus s'il y a un problème. Donc là, effectivement. Ah, il y a fou F5, oui. Oh, la fou F5, regardez, la machine. Sur fou F5, on peut faire cavalier F3 maintenant. Cavalier E5. Regarde, la cavalier E5 que j'avais pas vu, effectivement. Cavalier E5 est une petite pointe. Alors après, c'est compliqué. Cavalier E5, la pointe, oui. Je peux pas vraiment gagner, je peux pas gagner le pion 4. Parce que fou F5. Fou F5 est un peu pénible. Oui. On peut faire dame prend B7, petit roc, mais là, cavalier D3 échec. Oui. Ça va être dangereux. La machine dit que ça va pas, en fait. La machine dit qu'il faut faire fou B5 échec. Voilà, cavalier E5, il dit c'est ok, ça égalise tout de suite pour noir. Malgré le pion de moins, il a pas. D'accord. Cavalier 5, c'est la pointe. Bien vu, un fou D3, ça, j'aurais dû regarder avant. Donc voilà, donc fou D3 ne marchait pas. Excusez-moi, fou D3. Cavalier 5 est très fort pour noir. Donc fou D3 n'est pas une menace. Donc résultat, voilà, cavalier F3 sont le coup nécessaire. Mais là, c'est là que la préparation de Magnus était assez maligne, parce que c'est une préparation assez courte, il n'y avait pas beaucoup de temps pour préparer la partie. Il avait prévu un coup, alors par contre, quasi nouveau, je ne sais pas s'il avait déjà été joué avant. Alors, quel est le coup? Et en fait, là, c'est une préparation, non pas bien théorique, c'est qu'au niveau théorique, c'est même pas le coup le plus fort de la position qu'il a joué, mais c'est un coup qui est clairement orienté contre la filière. Est-ce que vous connaissez la filière de jeu de Judith? C'est l'attaque. Voilà. C'est l'attaque, plutôt orientée vers le roi adverse. Elle aime les positions dynamiques, elle aime que les pièces jouent. Voilà, donc c'est clair. Donc effectivement, si on peut aplanir le jeu, c'est assez agréable contre Judith. C'est plutôt une bonne nouvelle. Fou B5. Alors fou B5, effectivement, mais en fait, il y a un coup plus malin. Il y a un coup, en fait, ici, il y a un coup très très malin qui H3. force l'échange de dames. Qui force quasiment l'échange de dames. Il arrive ici, il y a un coup. Si les noirs refusent l'échange de dames, ils sont obligés de c'est terriblement soumis. C'est-à-dire qu'ils peuvent, mais c'est vraiment inférieur. Et s'ils veulent jouer précis, les noirs doivent accepter l'échange de dames après le coup blanc. Alors F3, on chasse le cavalier. Alors, ça chasse le cavalier. F3, c'est possible. Sur dame H4. La dame H4 échec. D'ailleurs, c'est le seul coup correct des noirs. Dame H4, G3, cavalier prend G3, dame F2. Voilà. Cavalier prend G3, dame F2. Et là, les noirs n'ont pas le choix. La seule façon de sauver le cavalier. Ils sont obligés de jouer cavalier F5. Voilà, cavalier F5. On échange. Et voilà. Et donc là, c'est la fin de la préparation de Magnus. Vous voyez, c'est une préparation très courte. Et on n'a pas perdu de pion dans cette histoire. Il joue la finale. C'est un gambit au départ. Les noirs au début font un gambit de pion. Ah oui, d'accord. On a rendu le pion. Il rend le pion. Voilà, en fait, on rend le pion. Pas forcément dans des conditions extrêmement bonnes, c'est pas la réputation du gambit. Mais quels sont les intérêts pour Magnus? C'est qu'on a échangé les dames. C'est une super bonne nouvelle contre Judith Polgar. Il n'y a plus vraiment d'attaque sur le roi, effectivement, on a très peu. Il y a toujours affaire de fou, c'est-à-dire qu'il a quand même pas lâché affaire de fou. Il y a quand même une structure qui sont un peu dissymétriques, donc il y a quand même du jeu de pion, c'est toujours très bien, parce que pareil, elle préfère le jeu de figure au jeu de pion, je dis, donc là, elle doit quand même gérer ce pion-là. Il n'est pas si faible que ça. Il y a quand même ces pions-là qui sont pas si solides, faut faire attention pour les blancs, c'est des pions pendants quand même. Donc il y a quand même des défauts. Sinon, on a aussi une majorité, là, ce pion-là qui est candidat, c'est pas négligeable. Voilà, donc c'est une position qui n'est à la fois, donc il n'y a pas d'avantage réel pour blanc, mais il y a des vrais objectifs de gain, et en plus, c'est typiquement le genre de position où Magnus est plutôt à l'aise, alors que Judith est plutôt mal à l'aise, en fait. C'est vraiment, voilà, donc c'était très très malin de sa part. Oui. Voilà, donc là, vous voyez, c'est. Et puis j'aime bien le jeu blanc, là. Ah bah oui, c'est assez agréable à jouer. Parce il y a les deux fous, c'est agréable. Ah oui, paire de fous, plus d'attaque sur le roi, plus vraiment d'attaque sur le roi blanc. Majorité à l'Eldam. Majorité à l'Eldam, scène. Bon, par contre, il y a les pions pendant au centre qui sont quand même un peu pénibles. Fragile, ouais. C'est ce qui fait que, et en plus, oui, mais on aura un roi F2 pour les défendre. Voilà. Alors après, c'est ça. Agréable. J'ai dit déjà tout de suite, elle joue un coup à peu meilleur, elle joue à 6, c'est vraiment pas nécessaire. C'est marrant, ça tout de suite, elle commence, c'est assez étonnant, mais voilà, elle est pas,
surtout que pour faire cavalier 5 derrière, c'est vraiment étonnant, en fait. Enfin, voilà. Voilà. Mais bon, après, par contre, c'est vrai que le cavalier est très bien placé en 5. Mais on se demande, le coup à 6, l'intérêt est vraiment limité. C'est pas un coup perdant, hein, mais c'est, voilà. Voilà. Et en fait, on aurait une petite pointe, hein, le pion F3 n'est pas trop prenable. Ça, c'est un truc à voir. Voilà. C'est prenable, hein. C'est même mieux, je crois, que de reculer. Mais voilà. Alors, si on prend le pion F3, on le prend comment? Faut pas se tromper. Tu parles de quel pion? Le pion F3? Ouais, là, le pion F3. Là, sur KE2. F3, oui, d'accord. Là, effectivement, Magnus, il n'hésite pas à donner le pion. On va chercher. Ça veut dire que il y a une pointe tactique. Bon, en fait, on va tout faire des 5, hein, quoi qu'il arrive. Mais... S'il prend le pion, t'as cavalier. Non, t'as fou G2. Fou G2 va récupérer des 5. Oui, non, mais ça dépend avec quel cavalier. Ouais, avec le cavalier là. Pion E. Effectivement, sur cavalier prend F3, fou G2. Bon, cavalier doit reculer. Non, sur cavalier, cavalier E5 prend F3, tu joues d'abord cavalier F4. Cavalier F4, la pointe, voilà, parce qu'après, cavalier F4, ça c'est la pointe. Tu cibles deux fois D5 voilà. En fait. Tu cibles deux fois D5 et tu as même peut-être le fou E2 qui sera embêtant. Voilà, là c'est pas mal, c'est-à-dire qu'on échange. Bon, il perd son faible, je reste un 4 isolé, mais j'ai toujours une belle majorité. Et les pièces bleu placées noires. Et le jeu s'ouvre pour les fous. Ouais, le jeu s'ouvre pour les fous, ça se désordonne. En plus, le jeu noir se désorganise. On check un coup avec le module, Bertrand, ou c'est bon, on peut regarder, ouais. Alors, mais je crois qu'il y a F3 malgré tout. Non, en fait, il aime pas du tout. Ah, c'est marrant. KIE2. Alors, c'est quand même son deuxième coup, KIE pour F3. Ah, finalement, ça devient le premier, on va aller vite. De toute façon, la position est vraiment là, en fait, c'est un peu. Cavalier F4, voilà, c'est bon. Ok. Bon, fou F7. Bon, voilà, les machines hésitent pas mal, hein. C'est pas une position simple. Pour une machine, c'est pas simple non plus, hein. Pour un stock fiche, quoi, je veux dire, c'est pas. Surtout que là, il est pas avec une grosse bécane derrière, donc F3, G3, bon, il a dit 3 G3. Donc ça lui fait position un peu dure pour les noirs. Les cavaliers sont un peu pendants. Les fous sont forts. Bon, là, c'est bon. C'est avantage blanc. Je sais pas si c'est perdant, mais c'est vraiment très pénible. Bon, là, non, c'est avantage blanc. Là, ça devient un net avantage blanc. Alors, A6, c'est vraiment, en fait, avant A6, la position, je pourrais considérer comme plus ou moins égale pour la machine. Cette position-là, en plus, il y a eu des parties, hein, depuis qu'on été joué. Globalement, ça fait plutôt nul, hein, mais voilà. Mais par contre, A6, c'est un peu malheureux, quand même. A6, c'est un peu malheureux, parce que tout de suite, ça donne, vous voyez, la machine évolue, fait un boost. Voilà, donc, mais bon, l'important, en fait, c'est vraiment voilà, c'était vraiment, là, c'était vraiment très malin, hein, c'est-à-dire qu'il a eu cette idée-là, très rapidement, c'est avant la partie, c'est bien vu, vous voyez, donc là, il a vraiment, en passage, il crée une ligne nouvelle, que F3 n'existait pas, avant cette partie-là, en tout cas, c'est pas le partie en base, mais qui était vraiment prévu qui était une bonne solution contre Judith. C'est-à-dire qu'il n'aurait peut-être pas joué ça contre l'écho, contre l'écho, ça n'aurait pas été vraiment forcément très utile. Voilà, c'est pas... Et pourquoi elle n'a pas tout simplement reculé son cavalier, en fait? Bah, G5. G5, c'est quand même douloureux, quoi. Je veux dire, si on veut garder absolument les dames et avoir il y a déjà de l'affaiblissement, bon, on a plus le fou de case noire. Je crois que elle a une soumission totale, quoi. T'as toujours ton. Après, t'as fou D3, sur le cavalier G5, t'as fou D3 qui est vachement embêtant. Bah, si fait petit roc, tu joues H4. Oui, non, mais c'est quand même très soumis qu'à G5, parce que tu perds, ton cavalier devient un peu mal placé en G5. T'as toujours le tour d'avance pour les blancs, la part de fou. Ok, d'accord, t'as toujours les dames en jeu, mais il y a quand même des limites. C'est-à-dire, quand même, Judith, elle essaie de jeu correct. Donc, elle a une ligne où elle a clairement a priori, c'est presque égal. Après dame H4, elle récupère le pion. Ou une ligne où là, les compensations sont quand même devenues vraiment, on se demande qui a les compensations, en fait, pour le pion. Parce que, il y a maintenant une belle majorité à la dame, toujours, et il y a quand même. C'est pas bien pour les noirs, ça. Là, ça devient malheureux, parce que, normalement, on n'a pas le droit avec les blancs de faire F3, c'est abusif, à cause de dame H4, mais en fait, c'est un abus qui est quand même pas si abusif dans le sens, ok, ça redonne le pion, mais ça permet, donc là, en fait, on peut pas trop, c'est difficile. Alors, des fois, des fois, par exemple, j'ai une partie, alors là, je vais devoir, je vais en mettre une nouvelle, je vais me servir de celle-là. En fait, sur une variante très similaire, alors moi, j'avais joué cavalier F3, voilà. Plutôt, on va regarder la partie je vais regarder-le. Parce qu'en fait, c'est marrant, cette partie-là, j'ai eu le même cas de figure.
C'est-à-dire que je jouais contre une joueuse, je sais plus son nom, un maître international, un masculin, mais joueuse, qui en fait avait vraiment le même style que Judith Polgar, et pareil, elle avait jamais joué Dame F6 dans cette position-là, après qu'elle F3, mais j'étais sûr qu'elle jouerait Dame F6, parce que vraiment, la partie de Ivanchuk avait été magnifique, et comme cette joueuse-là, par contre, varie énormément aussi sur les, elle joue toujours les mêmes grandes variantes, mais elle varie beaucoup sur les lignes, donc j'étais certain qu'elle jouerait Dame F6. Et donc je m'étais dit, bah, c'est bien si je trouvais une amélioration sur la partie de Bariev. Et il se trouve que Karpov avait fait un coup assez malin. Il avait joué fou D2 dans cette position-là. Après petit roc, il avait joué fou D2. Alors, la pointe, en fait, c'est qu'après tour 8, on fait fou C3 tout de suite, avant que D4 ait été joué. Et si jamais on échange, dame prend, on prend. Alors, effectivement, la position est encore à peu près égale, mais en fait, on va jouer sur les faiblesses des pions, contre ces faiblesses-là. Et la position, en fait, elle est un peu plus agréable à jouer côté blanc. Et typiquement, pour une joueuse qui est un style hyper agressif, c'est un peu l'horreur, cette position-là à jouer. Ce serait le bonheur de jouer cette position-là contre une joueuse. Ouais. En plus, c'est agréable pour les blancs parce que leur pression arrive plus vite. Ah oui, non, mais là, sur les pions. J'ai mon foot, pourtant, soit c'est des fous de case blanche, donc les pions sur case blanche sont un peu plus fragiles. C'est pas simple d'aller attaquer les pions C5, le cavalier est mal placé pour les attaquer. Donc la colonne C est ouverte par contre, mais c'est les pions B7 et D5 qui sont quand même beaucoup plus rapides d'accès. C'est clair. Donc là c'est une position. D'ailleurs Karpov il avait fait que nul. Il avait fait que nul parce que bon c'est Karpov, c'est Karpov 2010, donc il avait tendance il a fait une gaffe et la position, il passait d'une position quasi bien un net avantage, la position contre en nul. C'est un peu dommage, mais en tout cas c'est le résultat. Donc j'étais content, je joue ça. Et là l'adversaire réfléchit presque une heure et finalement calcule bien, il se rend compte que Dame 7 est jouable et elle a raison. Là, elle avait raison. Là, elle s'est soumis. C'est soumis, hein, c'est un recul de dame. Mais en fait, c'est très bien calculé. Hein. Si on joue B4, D4 est fort, je crois. Là, c'est des mémoires. Il me semble que D4 est jouable. Je vérifie, ou peut-être Fou-Print 3 d'abord. Fou-Print 3 peut-être d'abord. Ah oui, parce que la pression sur E2. Ouais, sur E2 et le roi encore au centre. Voilà. Et tiens, il met du temps à trouver le coup. Il me semblait vraiment que Fou-Print 3 était jouable. Il est proposé Fou-Print F3. Ouais, Fou-Print 3, mais je pensais que c'était plus fort que. Je croyais que Fou-Print 3 était. Je croyais qu'il y avait D4. Ah, je confonds les positions. Ben, Ah, d'accord, c'est ça. C'est K prend, Dame prend, D4. Okay. En fait, c'est que égal, d'accord. C'est ça. En fait, sur Dame B2, D prend, voilà, ça c'est ce que j'avais vu, effectivement. Il faut juste trouver le petit roc et la position est OK pour. Voilà. C'était quand même. Ça, j'avais pas trouvé dans la partie. J'ai pas trouvé ce coup-là. En fait, j'ai raté le petit roc dans la partie. J'ai raté le petit roc. En fait, après le petit roc, c'est encore tout à fait ce que les blancs cherchaient à obtenir comme position. Mais j'ai pas trouvé le petit roc en fait dans la partie. En plus, c'était une des lignes, j'ai pas réussi à démêler toutes les lignes en fait. Dame 7 reste correct, hein. C'est pas la position blanche est toujours légèrement basse, mais voilà, j'ai pas réussi à trouver les bonnes suites sur B4. Résultat, j'ai lâchement petit roquet. D'ailleurs, la machine peut faire petit roc pour l'instant, alors qu'il y a Dame prend C5 qui est pénible, parce qu'après tour AC1, ben là, K prend C3 et on peut faire Dame prend C3, dans mes souvenirs on pouvait pas. Ouh là là, je confonds tout. Je croyais qu'il y avait Dame prend C3. Alors, dans mes souvenirs, D4 m'était gênant, mais je peux me tromper. Ah non, la D4, elle fout G4 en l'air, là. Qu'est-ce que j'ai merdé? Ah, je voyais encore une erreur dans mes calculs de l'époque. Parce que je pensais que D4 était fort, mais là, qu'elle prend D4. Une grosse faute de calcul. Le cavalier prend. Un simple coup du. Non, c'est fou prend F3, D4, non? Ah d'accord. Fou prend F3, D4. Voilà. Et là, D4, ça plus le même. Ouais, bon. Ouais, il y a ça. Ouais, je l'avais pas vu non plus. Hein. Ah oui, c'est avec une finale, bon. Une finale agréable pour les blancs. Ouais. Mais bon, encore que des bonnes chances. Et on pouvait même le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire fou prend plutôt que tour prend, non? Alors fou prend plutôt que tour prend. Ah non, c'est pas bon. Fou prend. Bah, c'est toujours c'est plus la même chose. Mais bon, c'est toujours favorable, mais un peu moins. Ouais, c'est déjà plus égal. Ouais, ça va être nul, ça, non? Ouais, ça va être nul. Parce que les tours et tout. Mais la tour est activée dans de meilleures conditions. Tout à l'heure, il fallait le fou. Ouais. Les blancs étaient malins en fait, ils gardaient la fourchette pour. Voilà, donc c'est marrant, c'est que donc voilà, donc là, elle avait bien sûr refusé, elle avait gardé le dame en jeu, donc ça avait compliqué un peu le jeu. Mais bon, ça avait quand même permis de gagner une petite heure à la pendule. Et finalement, on avait quand même tenu une position un peu plus calme. Mais elle était plus forte que moi. Hein,
Bon, elle avait quand même un peu foiré sa finale et j'avais pu gagner, mais bon, c'était... Voilà, donc là, voilà un exemple simple de, comme l'a dit Gérard indiqué, jouer contre la filière. Et donc là, il était quand même assez malin. Hein. Il y a plusieurs facteurs. Il connaissait son répertoire, et pourtant, il a anticipé un coup qu'elle avait jamais joué. Mais il avait en fait, en regardant ses parties, il avait remarqué qu'elle aimait bien changer de variante, jouer les lignes les plus à la mode et les plus aiguës. Or, il venait d'avoir une ligne qui était très récente et très jolie, peu jouée encore. C'était assez prévisible que Judith jouerait ce coup-là. Donc c'était bien vu de sa part. Voilà. Alors c'est bien sûr c'est un pari, hein, ça marche pas à tous les coups. Hein, ce genre de... oui. Ensuite, un autre cas de figure. Donc une partie entre champion de Russie, hein, entre Sergei Kirakin et Alexander Grichuk. Donc la partie est en 2011, je crois. On vérifie, 2011, ouais, c'est ça. Donc, alors pour l'histoire, bah, pareil. Là, Grichuk a besoin de gagner. Il commence à être largué un peu sur le tournoi. S'il veut avoir une chance d'avoir le titre, il doit jouer pour le gars. Donc il va jouer une voiture un peu plus risquée. Mais là, par contre, il a une super information que quasiment tout le monde avait, parce que il y a eu une partie très jolie qui était parue dans la plupart des revues quelques mois auparavant entre entre Sergei Karakin avec les blancs et Vassili Ivanchuk avec les noirs. C'était sur une pirque. Et donc en fait, donc c'était le même début. Hein. Alors, on va aller voir la partie d'Ivanchuk. Allez, hop. Voilà, on va voir la partie d'Ivanchuk. Vous voyez, c'était sur le même début une pirque. Et effectivement, à ce moment-là, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il jouait l'attaque autrichienne, Oui. Sergei Karakin. Et en fait, ici, dans ses commentaires, il fait, voilà, avant, il fait un petit commentaire d'avant-partie, il dit, ouais, c'est très dur de se préparer contre Ivanchuk parce qu'il joue, au niveau théorique, il joue tout. Il joue vraiment beaucoup de voitures et c'est très difficile et il varie tout le temps. Donc c'est vraiment difficile d'anticiper ce qu'il va jouer. Et il fait, ah, par contre, quand j'ai vu que la pierre qui est arrivée, c'est toujours une bonne surprise. C'était sa conclusion. Donc, parce qu'il dit, bon, bah, c'est carrément un avantage blanc après. Voilà. Donc là, il a dit clairement que pour lui, F4, c'est net avantage pour les blancs. F3. Et effectivement, là, vous voyez, il joue pas une ligne la plus critique, il joue une ligne avec KA6. Et effectivement, ça va être une Benoni très moche pour les noirs. Voilà, ça va être vraiment, vraiment très laid pour les noirs, la partie. C'est un massacre continuel. Bon, Oui, donc l'état théorique de ce serait que F4 donnerait un avantage aux blancs. Bah, c'est ce qu'avait écrit, c'est ce que indiquait, en tout cas, c'est clairement ce qu'indique Sergei Karakin. Sauf qu'en fait, cette conclusion-là, elle est bizarre. Parce que moi, j'étais très étonné, parce que, effectivement, en fait, l'attaque autrichienne a eu une petite mode de la pire que dans les années, fin des années 80, des années 90, on a une petite mode, il y avait Timan qui le jouait, par exemple. Et sur la grande ligne, il y avait comme une ligne très critique, qui était pas si claire que ça, en fait. Et j'étais étonné que Karakin mette que ce soit complètement gagnant pour les blancs. Et j'avais un doute, en fait. Je m'étais dit, est-ce que, en fait, Karakin est jeune, hein, il est en 90. Donc, clairement, quand il était jeune, effectivement, la théorie, c'était encore net avantage blanc. Ça, c'est vrai, c'est le cas de figure. Et donc, il a peut-être appris ça quand il était jeune, et je me suis dit, peut-être qu'il a jamais checké depuis, en fait. Et c'est ce que, et Grichuk a fait ce pari-là, en fait. Il a fait le pari que, en fait, Karakin n'avait jamais vérifié les lignes qu'il avait eues quand il était jeune, en fait. Et il est encore jeune à ce moment-là. Il a tout juste 2011, il a 21 ans. Et 20 ans. Et en fait, c'est vrai. En fait, sur la grande ligne, il va jouer donc la grande ligne, c'est fou B5 échec, E5, G4, E6. Avant, ici, on faisait fou en B5. Et il a un coup qui est arrivé qui a commencé à devenir populaire dans les années 90, qui est F prend E6. Alors qu'il y a un coup qui a l'air bizarre parce que KG5 a l'air d'être une réfutation. La cavalier G4 est attaquée, là une menace cavalier prend E6, c'est terrible parce que le fou est cloué. Et avec des fourchettes dans tous les sens, ça a l'air vraiment désespéré. Et là, les noirs font fou prend B5. Et sur cavalier prend E6, où toutes les pièces noires sont attaquées, la pointe, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Bah ici, en fait, les noirs sacrifient la dame par fou prend D4. Et si les blancs prennent, là, c'est perpétuel. Voilà, ça fait échec perpétuel. Voilà, donc c'était l'idée de F-Franc aussi. C'est pour ça qu'on a le droit de jouer F-Franc aussi, c'est qu'on perd pas la dame. Après, ici, il y a eu plein de suites, après il faut prendre des 4, il y a eu plein de tentatives pour les blancs quand même. Hein. Alors par exemple, à un moment donné, il avait K prend des 4, qui était considéré comme complètement gagnant, après C prend D, dame prend D, avec une position qui était un peu dure pour noir. Bon, ça c'est avant les machines, hein, évidemment. Des fois, on pouvait rester bloqué, alors que sur K prend des 4, il y a quand même un gros problème. K prend des 4, en fait, les noirs reculent en D7, et ils sont juste bien.
Ils ont juste un plan de plus, il n'y a pas de compensation pour les. Voilà, il protège, il sauve le fou, il sauve le cavalier. Un coup tout bête, hein. Mais il a fallu plusieurs mois pour qu'on le trouve. Hein. Et quand il a été trouvé, il y a eu des parties de grand maître sur cette position-là où ils ont fait le fou d'essai. C'est marrant. Hein. Et une fois le fou d'essai été trouvé, fin de variante. Et donc on revient à la ligne qui est F5, qui est la ligne principale. Il a une position très compliquée encore. Il y a des menaces derrière dame, la menace de fourchette en C7, échec, la pointe, dame D2. Voilà, donc dame D2, on peut pas prendre en B5 à cause de K et C7. Donc on doit échanger les dames. C'est une des lignes, hein, c'est pas la seule. Les blancs peuvent faire aussi C3 avec des fou F2, K6, voilà, des positions assez compliquées. Donc dame D2, voilà, c'était bien les lignes que je connaissais aussi. On prend, roi D7. Donc là, on peut chercher effectivement la qualité, mais la position n'est pas si claire. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a déjà un pion pour la qualité. Le cavalier, en fait, on ne peut pas faire C3 parce que le cavalier aura plus de cases, faire attention. Mais on peut faire fou C3, non? Qu'est-ce qui empêche? Donc là, on peut faire fou C3, B5 n'est pas pénible. B5. Bah, on prend le fou et on menace la tour derrière. Ouais, mais puis on prend. Et le cavalier est perdu, non? Ah oui, d'accord. Tu joues sur le cavalier, pardon. Ouais, la capture. C'est un des petits pièges à la position, je crois. Voilà. Fou C'est C3 marrant. est mauvais. Fou C3, bah, effectivement, c'est une bonne idée, hein. Ce serait excellent. Si fou C3 fonctionnait, il faudra vérifier fou F2, mais B5 est radical. Donc, ce qui fait que la position, elle est vraiment pas claire. Cette position-là. Mais, à l'époque, même dans les années 90, on considérait que, bah, c'était indiqué que hop, là, on avait indiqué, net avantage blanc. Alors, pourquoi? C'est assez simple, hein. Il y a 2 îlots pour les blancs contre 3 pour les noirs, donc c'est un îlot faible, on va dire. Central et pendant. Il y a un fou, alors qu'il y a les tours en jeu et que les lignes sont ouvertes. Donc, c'est supérieur. Le complexe tour fou est supérieur au complexe tour cavalier. Le fou avec des lignes ouvertes est plutôt content. Et en plus, il y a des pions sur les deux ailes. Donc, en général, ça a tendance à favoriser le fou. Donc, voilà. Donc, tous ces facteurs-là font qu'on estimait que, grosso modo, il y avait net avantage blanc. Cependant, un point qui était bizarrement pas trop pris en compte, c'était que le roi était super actif des noirs. Le roi, il est en plein milieu d'échiquier, mais surtout, il est sur case blanche, il est tranquille, il est bien protégé par deux pions. Donc, c'est pas négligeable, en fait. Et au final, cette position-là, en réalité, elle est tout à fait équilibrée, quoi. C'est une position où les chances sont réciproques. C'est pas une position, c'est pas une plate égalité, hein, parce que là, du fait, c'est très dissymétrique, il y a du jeu. Et donc, c'est un peu ce qu'espérait Gritchouf. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en plus, il va faire ça, et sachant que Karakin, pour lui, dans ses souvenirs, cette position-là, elle est net avantage blanc, quoi. Et donc, il risque de pas être tout à fait lucide dans la position. Donc, alors, bien sûr, hein, c'est pas l'ouverture qui a gagné, mais voilà, c'est avec sans gros travail théorique, parce que ça, il connaissait déjà avant. Hein. Il a juste choisi une ligne où il savait où ils allaient arriver, quasiment, avec une position avec des chances réciproques, alors qu'il joue pour le gain. Et voilà, contre un joueur qui, quand même, qui peut des fois être dangereux, quoi. Donc, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et là, évidemment, bon, voilà, Kayakin, après, il s'est rendu compte qu'il fallait, il a dû retravailler après cette ligne-là. Alors, je crois qu'il a rejoué Attack Autrichienne après, parce qu'il s'est un peu vexé, je pense, d'avoir perdu cette partie-là. Mais voilà, donc des fois, faut faire attention, en fait, là, par contre, côté blanc, il y a deux choses auxquelles il faut faire attention. C'est le piège de la répétition. C'est-à-dire qu'on a joué une ligne, on a gagné, assez proprement, une belle partie. On a tendance à ne pas vérifier, voilà, on a tendance à la rejouer avec beaucoup de confiance. Alors, faut faire attention, si l'adversaire vous teste dessus, c'est peut-être justement qu'il y a quand même une idée derrière la tête, et donc là, au contraire, faut être assez vigilant, en fait, ce qui va pas être le cas dans la partie. Et en général, c'est ça en plus. Ah ouais, non, mais l'adversaire te laisse venir et puis voilà. Il a une petite prépa derrière. Et... Voilà. C'est une bonne idée à jouer sur une des variantes qui a beaucoup réussi à l'adversaire, où il a vraiment enchaîné des victoires. Si vous voyez que la position en fait elle vous convient et qu'elle est ok, ça peut être un bon moyen de faire perdre la lucidité à l'adversaire. Voilà. Donc il y a la piège à répétition. Et enfin, un autre problème aussi, bien sûr, c'est là le fait qu'il estime qu'il ait une vision. Des fois, il arrive qu'on ait des informations fausses. Ça peut arriver, c'est-à-dire que une information qu'on croyait vraie, hein, des fois peut avoir été invalidée, et n'est pas forcément au courant. Et ça peut faire très mal. C'est arrivé une fois à Ivan Chou contre Westlesso, par exemple. Il connaissait pas une nouveauté. Et bon, là, par contre, c'est carrément un gros problème sur la ligne, en fait. C'est encore plus grave que là. Là, ici, c'est pas un problème. C'est juste qu'il surestime la position côté blanc. Donc, vous voyez, assez malin, il a fait un bon pari, mais c'était assez plausible que ça marche. Hein.
Mais moi, je m'étais dit, mais quand j'avais vu l'analyse de Karakin, les commentaires de Karakin, je fais, ça m'étonne quand même ces commentaires, parce que moi, la position, elle m'avait jamais convaincu, côté blanc. Et il me semblait que j'avais regardé récemment et que les machines n'étaient pas convaincues non plus, mais bon, j'avais pas, comme là, haut niveau, ça jouait plus, je n'étais pas au courant, ce que ça donnait. Et Karakin confirme le gain, je sais pas, c'est bizarre, ça m'a fait marrer de voir qu'en fait, bah non, Kritchouk, il pose la question, et en fait, il est assez malheureux. Alors, un autre exemple de préparation plutôt réussi, et assez maligne. Donc là, c'est la première partie du match du départage, pardon, pas du match, du départage entre Carson et Caruana. Donc là, est-ce que vous vous souvenez de la grosse surprise qu'il avait faite sur ce match-là, sur cette partie-là? De laisser un fou en prise, non? Comme Non, ça, pas dans ce vaguement. Non, c'est pas ça. C'est pas celle-là. Non, alors très tôt dans l'ouverture, en fait, il va sortir un coup qui est pas du tout, qui est étrangement nouveau, hein, en tout cas au niveau, mais pourtant tout à fait thématique. Mais c'est le moment où il le joue qui est assez surprenant. Donc voilà, donc il avait déjà joué 2 parties lors du match, hein, sur l'anglaise, qui avait fait 2 nuls assez solides. Et là, en fait, pour éviter la ligne, en fait, les lignes qui avaient causé problème, hein, sur le match, c'est ça. Hop, G3 et la ligne Caruana Gritchouk, on va dire. Donc, sur cette position-là, Caruana, donc il venait de. En fait, c'est Gritchouk qui avait ressorti pendant l'été cette ligne-là, qui avait comme fausse. Pendant très longtemps, si vous trouvez des livres qui ont plus de 15 ans, il y aura une bonne chance que vous voyez. Si le coup est signalé, la bonne chance qu'il ait un point d'interrogation, c'est ça. C'est considéré comme un coup abusif pour les noirs. Mais en fait, Gritchouk a joué une ou 2 fois seulement. Par contre, Caruana, lui, après, il a pas arrêté de jouer. Caruana, il y a une défaite assez magnifique contre à Nantes, par contre. Mais globalement, et au championnat du monde, il a continué à jouer 2 fois de suite. Et 2 fois, Carson n'a rien obtenu sur l'ouverture. Et voilà. Et donc là, il fait G3 pour éviter la ligne. Alors pourquoi ça évite la ligne? Parce que si on fait D5, puis on prend cavalier franc, sur fou G2, on est ennuyé, on peut pas laisser le cavalier en D5. Donc on recule en genre en B6, et là, fou C5, fou B6. Fou C5 devient pas très joli. Là, ça devient vraiment pas joli. Même il retarde cavalier F3. Voilà, il retarde cavalier F3. Ouais. C'est la ligne classique, mais en fait, c'est la ligne classique pour blanc, mais à un moment donné, elle joue plus trop la ligne classique. C'est-à-dire que cette sorte de coup-là avait arrêté d'être joué. C'est-à-dire qu'on on avait même tendance à jouer G3 ici. Avant de faire cavalier F3, et sur cavalier F6, on faisait fou G2. Voilà. Donc, tu vois, c'était une autre façon d'éviter la ligne qu'on vient de voir. Par contre, ici, il y a 6-6 qui est intéressant. Mais voilà. Et là, en fait, il joue. Alors, pourquoi on joue pas ça? Parce que fou B4 causait problème. Voilà. Fou B4, en fait, il y avait une partie très célèbre assez récente entre Mamedierov et Géry. Hop, on y retourne. Hop. Donc, il y avait une partie entre Mamedierov et Géry sur cette variante-là. Voilà. Ça, et voilà. Et en fait, vous voyez, fou B4, fou G2, petit roc, E4, fou prend, B prend. Et en fait, les noirs arrivent à pousser des 5 très très vite. Et les blancs ont un petit problème. Voilà, il y a des pressions un peu partout. Et dans cette partie-là, ça va être vraiment une très grosse prépa de série, hein, sans surprise. Voilà. Mais il n'y a pas que le plan E4 à partir de cette position. Oui, attention, la qualité secondaire, c'est pour, c'est une petite pointe pour protéger le. Oui. Mais là, c'est une grosse variante bien aiguë, mais qui avait été terminée par en gros, ça avait été un massacre. Voilà, cette partie s'était arrêtée là. Voilà. C'était vraiment une très belle prépa de Géry. Hein. C'est pas nouveau. Hein. Il en sort de temps en temps quand même. Contre Mamedierov. Et globalement, bon, on pouvait améliorer le jeu blanc un peu plus très vite. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait Dame B3, le coup perdant. Malgré tout, on peut améliorer le jeu blanc, mais pas pour prendre l'avantage. Hein. C'est une position difficile quand même. Et donc, la ligne demandait à être améliorée. C'est-à-dire que si, au lieu de faire Dame B3, on pouvait tenir en faisant des points 4, mais malgré tout, c'était pas une position. Enfin, voilà, c'était pas la position de rêve non plus pour les blancs. Voilà, ça tient, mais c'est pas. On espère mieux quand on joue avec les blancs en général. Et donc, Magnus, voilà, donc, et là, il joue E4, qui est un coup standard en fait. Hein, je veux dire, c'est pas un coup nouveau. D'ailleurs, c'est marrant, ça ressemble à une nouveauté qu'avait joué Kramnik contre Carson. Alors, c'était sur une autre ligne, excusez-moi, je l'ai dit. C'était sur la ligne, justement, c'était sur la ligne G3, cavalier F6, fou G2, la ligne Shebalenko, H6, où les noirs attendent cavalier C3 pour faire fou B4.
Et là, Kramnik, en fait, cette position-là, c'est une ligne qui avait amené Shevchenko, et en fait, Kramnik avait sorti un coup nouveau pour l'époque, hein, c'était E4, et qui était une très bonne nouveauté, en fait, dans cette position-là. Et voilà. Et alors, ce qui est marrant, c'est que voilà, et là, E4, coup nouveau sorti par Carlsen. Alors, l'idée de E4, hein, par rapport à la partie qu'on a vue hier, juste avant, pardon, juste avant, c'est que sur petit roc, on va surtout pas faire fou G2, hein, on va faire qu'il y ait G2. Voilà. Et s'il fait fou prend C3, là, on va plutôt faire D prend C3, et sur petit roc, on va plutôt faire F3. Et en fait, le fou va plutôt venir par ici qu'aller en G2. C'est-à-dire que voilà, et ça change un peu, voilà, et fou là, et cette position-là, en fait, elle est considérée fou là, fou C2. La position est considérée comme intéressante pour noir. C'est comme la ligne qui peut être conseillée pour noir. Dans la partie, donc, ils ont joué petit roc assez vite, G2, C6 fou G2. Et là, en fait, contrairement à ce qui se passe sur toutes les variantes, sur cette ligne-là, en général, les noirs, elles sont 5. Et là, il faut sacrifier le pion. Et c'est un peu dur de sacrifier le pion quand on n'est pas préparé, quoi. Et donc c'était. Alors, ce qui est très malin de Carlsen, c'est que cette nouveauté-là, il l'a joué pendant les rapides. Il n'a pas joué en partie longue. Parce qu'il a estimé qu'en partie longue, Caruana aurait le temps de digérer la nouveauté et de trouver une ligne, voilà, et de trouver quelque chose, alors qu'il serait beaucoup plus pénible, même s'il trouve en rapide, ça lui sera beaucoup plus pénalisant au temps. Ça lui permettra de mettre une pression au temps. Donc, c'est très bien vu d'avoir gardé cette nouveauté-là pour la partie rapide. Là, c'est vraiment très malin. Enfin, je veux dire, c'est une nouveauté qui réfute pas du tout la ligne noire. Hein. C'est juste que ça demande à jouer quelque chose de nouveau pour le noir. C'est le genre des positions nouvelles. Et donc, contre un joueur comme Caruana, qui est pas forcément à l'aise dans les positions vraiment nouvelles, c'est une très bonne nouvelle pour lui, pour Maxime Caranus. Mais ce qui est vraiment très malin, c'est de le faire en rapide, quoi. C'est d'avoir attendu le rapide pour jouer à la nouveauté. Bon, après, c'est pas ça qui va gagner la partie. Hein. La partie, au final, donc Carlsen va Fabiano va finir trouver un plan, vous voyez, à 6D5, c'est original au passage. Donc Carlsen va être au centre. La partie, bon, c'est assez pénible pour les noirs parce que la part de fou est très forte sur les blancs. Et là, globalement, au niveau du temps, il a quand même réussi à éviter le pire, Caruana, et au niveau de la position, il est moins bien, mais c'est pas non plus horrible à voir. Bah, c'est douloureux quand même, mais bon, c'est pas. Donc ça continue, hein, c'est là la partie, hop, fou F1, D6, on protège option, tour CD1, grosse pression, et là c'est un moment critique de la partie. Dans cette position-là, c'est assez dur de trouver comment tout défendre. En fait, le cavalier est attaqué, il n'a pas beaucoup de bonnes cases. Parce qu'en plus, après, il y a le clouage qui sera. Ça arrive pas à la position qu'on a vue dans le dernier cours avec fou A5 là, qui attaque le cavalier D8, non? Non, fou A5 c'était une partie de Maxime au tournoi des candidats. Ah oui, Maxime, pardon. Ah oui, oui. Effectivement, je me dis tiens, je suis d'accord. je me dis au niveau des positions des pièces. Et donc, vous voyez, la tour des 8 et la fouage assez pénible. Elle est un petit peu enfilade, un petit alignement qui est assez désagréable. Et donc là, ici, il a réfléchi très longtemps. Il a réfléchi 5 minutes 30, Caruana. Et donc, clairement, j'ai vu le coup arriver. C'est-à-dire que les machines indiquent qu'il faut jouer KV7 pour déclouer, oui, c'est le coup qu'on... c'est le coup de soumission absolue, c'est quand même assez horrible. Genre, c'est le coup, faut vraiment être motivé pour jouer ça côté noir, parce que c'est quand même... c'est quand même très très passif. Hein. Je veux dire, le cavalier, il est quand même horrible en B7 quand même, hein, c'est net. Et donc pourquoi il a réfléchi 5 minutes 30 c'est pas sur KD7, c'est clairement qu'il a regardé le coup KD5. Et au bout de 5 minutes 30, je me suis dit que c'est quasiment impossible qu'il joue pas KD5. Parce que les lignes ont l'air très bonnes de KD5. Et c'est très dur de voir pourquoi KD5 ne marche pas en fait. Parce que KD5 en fait... Je sais pas, la première idée c'est fou B6. Alors fou B6, on va regarder. Fou B6, effectivement, qui pose une question, mais la tour peut bouger, là, non? Le fou n'a pas bougé. Oui, elle peut bouger, d'accord. Pour B8, parce que le KD7. Finalement, on s'en fout, d'accord. Ouais, le tour B7. Effectivement, oui, okay. En 6. Mais par contre, il y a un autre coup qui est assez pénible. Il y a peut-être cavalier C5 alors. Voilà, C5 qui est horrible. C5, on se dit, mais c'est fini. Mais là, voilà, alors, on va voir ce qu'avaient vu les deux joueurs. Les deux joueurs étaient d'accord sur les calculs. On prend B2, on prend E6, on prend E6, on prend C4. Et la pointe de KV5, c'est de fermer la colonne D par KV4. Si on prend, là, en fait, fou prend D4. Alors, fou prend E6, c'est une faute. Hein. Là, il a mis 9 minutes 30 pour jouer la faute. Ça arrive. Mais bon, ça se comprend. Parce que sur tour prend D4, roi F7, la menace KE5 est terrible. Vous voyez, la menace KE5, la menace KE3, avec perpétuel, c'est assez désagréable, en fait.
C'est-à-dire que tour D1, par exemple, alors on fait la pointe défensive qu'avait trouvé Carna, c'est cavalier E5. Ah ouais. Et là, D'accord. on fait prise. Bon, mais si au lieu de. Voilà, On peut aussi jouer tour D6, peut-être. Alors, tour D6. Tour D6, est-ce que ça marche? Je crois qu'on est-ce qu'on a pas le droit de jouer cavalier E5 quand même? Quand même, oui. Peut-être. Je crois qu'on peut jouer cavalier E5 quand même, c'est assez aigu. Je crois que ça marche, cavalier E5 marche encore. Bon. Avec nul. Vous voyez, c'était la grosse pointe. C'est pour ça que cavalier 5 c'était super tentant le concours, parce que déjà, ça semble faire nul en fait. Hein. Ça semble faire nul parce que voilà, et là c'est Nina, c'est piégeur, c'est pas au moins nul. Et en plus c'est tentant pour blanc. Mais en réalité, si les deux joueurs ont raté le coup archi gagnant pour blanc. Il y a un coup ici qui tue, que les deux joueurs ont raté. Alors. Un coup qui tue. C'est une blague, hein, parce qu'il est quand même bon. Oui, parce qu'il y a ça. Ouais, je sais pas, il y a E5. Alors E5, cavalier prend E5, non? Non. Ah non, cavalier prend 5 marche pas ce aussi. Bah si, Oui. cavalier prend 5 toujours. Oui, ça marche. Ah, toujours. Ah oui, je pensais que tour F4, tour F4 et tu prends E5. Alors tour F4, c'est vrai que tour F4 ici, je me suis fait avoir, t'as raison. Tour F4, là j'ai. Ah, quoi que c'est pas si clair. Ah oui, attends, c'est final, je me souviens plus. C'est roi E7, et si tu prends E5, tour D1, fou F1, F1. tour B1. Ah, t'as peut-être raison. T'as peut-être Ouais, raison. Ah ouais, c'est monstrueux. Non, mais c'est des lignes. Il a réfléchi 9 minutes, il a réfléchi 5 minutes et demie, Carana, c'est pas raison. Et 9 minutes 30, Carson, c'est pas sur raison non plus. Hein. Ils ont. Alors, c'est quoi? C'est tour E, T1, tout simplement? À tour D1, c'est le premier coup que j'ai proposé, c'était la cavalier E5. Oui. C'est sur. Ouais. Suivi de la nulle sur cavalier F3. Voilà. C'est magique, hein. C'est très joli, hein. C'est pour ça que. Moi, j'avais vu Céline en fait en direct, avant qu'il joue quand il calculait avec KV5, je fais ah, c'est joli ce qu'il a vu avec KV5. Là, oui, je vois la ligne, je fais ah, c'est impossible qu'il joue pas KV5 parce que ça a l'air énorme. La machine dit plus 1, mais je comprends pas ce qu'elle voit parce que ça m'a l'air complètement nul pour moi. Ça a l'air tout à fait ok pour noir, quoi. Et KV5 m'avait l'air. D'ailleurs, la machine, en fait, au début, d'ailleurs, même à ce moment-là, la machine n'était pas si forte parce que les machines indiquaient fou franc 6 plus 1. Elles n'indiquaient pas tout prend des 4, en fait. Elles indiquaient bon, bah, on fait F4. F4, il y a KO5 quand même. F4, il y a quand même KO5. Ça n'empêche pas, oui, bien sûr. Bien sûr. La tour des 4 Alors donc, il faut jouer un coup de la tour des 4. Hein, c'est énorme comme pointe défensive. C'est magique, ça trouvait Carana. C'est faux, mais c'est magique, quoi. Mais en fait, alors, on peut jouer à tour où? Tour D3. Tour D3, cavalier 5. Ouais. Pour B3, non, ça marche pas. Tour B3, bah, je peux échanger, prendre un F3. Ah oui, et puis tu prends, t'as cavalier pour F3 à F1. Non, ça marche pas. Voilà. Okay. Non, voilà. Et en fait, alors, quel est le coup qui réfute cavalier B5, en fait? Bah, tour D5 alors? Non, pas tour D5. C'est prendre D, c'est dur. Attends. Quel est le coup raté par les deux joueurs? Allez, il y a peut-être tour E2. Attendez, c'est tour E2. Alors tour E2, oui, je crois que tour E2 est déjà plus compliqué. Tour E2, je pense qu'on fait quand même cavalier. Est-ce qu'on fait quand même cavalier 5? Non, cavalier 5 marche plus. Si, cavalier 5, je crois que marche encore, c'est ça? Ah bon? Alors, on fait tour prend D8. Cavalier prend C4. Non, mais non, c'est pas terrible ce que j'ai indiqué. Non, t'as raison, là c'est des je confonds les lignes. Ah, désolé, t'as raison. Donc là, effectivement, tour E2 est un des coups, je pense que c'est le deuxième meilleur coup, effectivement. Et là, alors là, je me souviens plus. Tour E2, je crois que c'est le deuxième meilleur coup, si je me souviens bien, ouais, c'est le deuxième meilleur coup, tu as raison. Un petit avantage blanc. C'est-à-dire que tout prend, et effectivement, roi E7, t'as un petit avantage blanc. C'est-à-dire qu'il y a égalité matérielle, mais la tour faut prendre un 6. Voilà, 6 peut-être, je sais pas. Tour A8, fou B7, je sais pas. Okay. Là, en fait, il propose tour C4, mais bon, voilà, c'est. Il indique ici, il indique pas fou A6, par contre, fou A6, il n'aime pas. Pourquoi? À cause de tout. Ah, donc tour A8, fou B7. Tour A8, fou B7, tour prend A3, fou prend C6. Non, en fait, ici, il indique tour A7. Je sais pas pourquoi. Fou prend cavalier E5. C'est magique. Menace cavalier prend C6, cavalier prend C6. Ah oui, à nouveau, on l'a fait quitter les diagonales d'où il pouvait protéger E2. D'accord. Voilà. Magique, hein. Non, il gagne la tour. Il menace de gagner la tour. De gagner la tour. Oui.
Justement, Magique, parce hein. qu'on peut plus, Vous voyez, donc, on peut plus avec 4 protéger tours 2, ce bravo, roi. c'est le deuxième meilleur coup. Et le meilleur coup, c'était, bon, excusez, la machine vous le dit. La machine vous l'a indiqué. Ah, Et roi, machin là, roi H1. voilà, roi H1. Ah oui, mais là, c'est Qui trop parle, dur. voilà, un coup prophylactique. Et là, c'est horrible pour les noirs. C'est le clouage sur D8 est horrible. Et voilà. Et la position là, c'est vraiment, là, c'est presque +2 pour les blancs. Et là, on Voilà. peut pas On peut menacer pas le recommencer Comment? cavalier E5 avec Le cavalier matarab. prend F3 pour un mat arabe. Alors, On peut pas KE5, le menacer. Matarab, hop. Non, non, le roi, il était Tour prend en. D8, cavalier Le prend roi, F3. le roi, il était Ah, en. Voilà. KE5 tout de suite. Ouais. KE5 tout de suite. Donc là, c'est déjà indiqué. Ah, par contre, il y a des échecs ensuite. Ah oui, il y a tour 2 maintenant, oui, d'accord. Tour Ok. 2. Tour 2 par Ah oui, le Matarab. il y a tour 2, ok. C'est la pointe. Mais c'est joli, hein, c'est vrai que ça donne envie. Hein. Non, roi H1, Ouais. c'est pas évident. Parce que justement, on a peur du Non, Matarab, c'est. c'est normal, mais ça défend. Roi H1, c'est incroyable. Parce qu'on vient de voir plein de suites qui ont l'air naturelles pour blanc, et il a tous les noirs ont toujours du contre. Et roi H1, c'est incroyable, c'est qu'il n'y a plus rien pour noir. Il n'y a plus rien qui marche. C'est énorme. C'est ce qu'avait raté Karana, et Yanus a raté aussi. Donc finalement, bah, la préparation n'aura pas donné d'avantage réel. La pression aura échoué, hein, ça arrive. La pression a réussi, mais par contre, il a échoué à prendre un avantage décisif. Cependant, ici, il a réfléchi longtemps, il a réfléchi 1 minute 30, vu que le temps qu'il restait, c'est énorme, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait quand même des chances de gain, et ça un peu surpris Karana. Donc à ce moment-là, quand il arrive à cette position-là, Karana, là, personne commence à réfléchir, Karana commence à sentir, commence à être mieux au temps, la position commence avec une tour en seconde rangée, et un roi qui est complètement pacifié, on se dit que là, ça y est, il y a de bonnes chances que ce soit nul. Mais en fait, Carson, il indique que le roi noir aussi est passif. Vous voyez, ok, le roi blanc n'est pas bon, mais en fait, finalement, le roi noir n'est pas terrible non plus. Et c'est assez malin. Et là, ça, il n'a pas vu venir, ça s'est vu. Karana, et là, il a réfléchi 4 minutes 5 pour faire C5, c'est un bon coup. Et vous voyez, il a été un peu surpris. Carson, il trouve quand même des ressources, et il va finalement quand même gagner la partie, même si la position est encore égale. Mais il va créer quelques petites difficultés, et il va quand même gagner la partie. Bon, voilà, et là, c'est l'erreur décisive. C'est beau. Hein. Voilà, là, c'est le coup qui fait la partie, en fait. Oh la vache. En fait, il fallait d'abord faire l'échec en A2. On prend 4, l'idée c'est que s'il prend G7, bah oui, effectivement, on fait nul. Voilà. On n'arrive pas à échapper, même si on est échappé. Ouais. En fait, on va venir là, il peut menacer de faire dame, mais je menace mat. Et on continue de menacer mat. Ouais. Voilà. Soit il vient par là, mais bon. Et alors, au lieu de prendre, il y avait un autre coup pour les blancs, c'est ça? Ah oui, pour les blancs, oui. Ils prennent pas en G7. Ils gagnent la partie ici. Ah, c'est magnifique. Alors surtout que là, ils sont sur 10 secondes. Hein. Les deux joueurs sont sur 10 secondes et ils plantent un piège. Il fait G4? Non, il fait pas G4. Je prends G4, c'est une bonne idée pourtant, mais c'est pas ce qui a été joué. Mais c'est incroyable parce que déjà, les noirs trouvent un super plan de nul. Hein. C'est joli, hein, ce qu'a trouvé Karana sur ces 10 secondes. Mais Carson, il fait tour F7. Tour F7 et toi-même tour A2, qui est pénible. Ok. Ah non, c'est très fin. Hein. Ouais, à ce niveau-là, dire qu'il gagne la partie, c'est quand même fort. Hein. À ce moment-là, Gritchouk pensait que c'était encore nul. Mais la position est gagnante. C'est-à-dire que Gritchouk pensait que la finale obtenue serait nulle. Mais en réalité, personne n'avait vu comment gagner, en fait, ces finales. Mais Gritchouk et Silver, les deux pensaient que c'était nul, quand même. Ils trouvaient que c'était malin de la part des blancs pour éviter la nulle tout de suite. Ils pensaient que la finale qui se tiendrait quand même après derrière, ils pensaient qu'elle était nulle. Et en fait, ils ont essayé de voir. Donc il disloque d'abord. Il pousse F6, il disloque, non? Alors non, c'est pas. Pourtant, c'est un peu. Il y a un peu de l'idée, mais non, en fait. L'idée, c'est pas de disloquer les pions, en fait. L'idée, c'est qu'on veut pas que le roi blanc soit enfermé. Donc il faut libérer le roi blanc. Eh ben, on va aller prendre le pion H5 avec tour C8 et tour H8, non? Alors, c'est un peu lent, un peu plus. Ouais, alors, plus rapide, c'est l'idée, c'est de gagner le pion H5. Mais comment donc, tour C5. Ou alors, il y a plus fort, en fait, tour C5. Il y a plus fort que tour C5. Regardez bien, il y a plus fort. Non, moi, je pensais à tour C4 échec, roi prend, tour C5. Alors, roi G6, tour C6. Non, en mieux. Mais la même chose en mieux, Gérard. En mieux. En plus simple. Plus simple et mieux. Tour 7, non. Voilà. Tour 7 échec. Oui. Ah oui, tour 7 échec. Parce que là, le seul coup correct pour noir, c'est de prendre le pion. On prend ici, et on va gagner le pion à H5. Voilà, oui. D'accord. Et on gagne le pion. Mais cette finale-là, au début, il croyait
nul. Mais bon, Carola. Normalement, ça gagne, ça. en C'est fait, qui ça qui l'a gagne. croyé nul? C'est Carson ou Carola? Non, Carson, alors. aucun des deux. Ni Carson ni Carona, là, ils sont en Z-Note. Carson avait vu le plan de gain, donc lui, c'est avec ses gagnants. Carona, je sais pas s'il avait cru, mais c'était les commentateurs, c'était Gritchuk Ah oui, d'accord. Et Silver. C'était, pensaient que c'était nul. Ça gagne, ça gagne. Voilà, le roi va devant. Hop, voilà, et ça gagne petit à petit. Ah Alors, là, c'est fini. le coup qu'ils avaient raté, je crois, c'était roi G2, voilà. Le coup, voilà, le coup tout bête. Hein, bah, la force de roi G2 avait échappé, c'est-à-dire qu'on recule le roi, et en fait, on peut avancer les pions sans problème, en fait. Les pions avancent tout seuls, en fait. Ils n'ont pas besoin d'aide du roi, au départ. Et après, le roi a juste le temps d'aller se réfugier. C'est En fort. fait, c'est pas la ligne de défense qu'ils avaient prévue pour Noir. Au début, ils avaient prévu que Noir avancerait plus vite, mais ils s'étaient pas rendu compte que les pions avançaient tout seuls avec le roi en G2. C'est ça qu'ils avaient raté. Je crois qu'ils avaient analysé du coup comme A2, force roi G2. Mhm. Et en fait, ils avaient pas vu que ça gagnait quand même pour blanc. Donc, tout simplement, on faisait G4, G5, un tour avance et on avance. Voilà, c'était assez, voilà, une grosse partie, hein, une grosse partie, surtout en rapide, c'est pas mal. Mais la préparation est très maligne, mais c'est pas ça qui a fait gagner la partie. Mais A2, force roi G2. On peut pas jouer roi G4 sur peut-être A2. roi G4, parce que là, j'ai peut-être été trop tard pour faire A2. T'as raison. C'est vrai que là, j'ai joué tellement tard, excuse-moi, roi G2, c'était plus tôt. Donc ici, ouais, t'as raison, ici, on peut jouer roi G4, sans problème. On peut, mais bon, l'autre coup gagne aussi, mais c'est vrai que roi G4 et... Après, c'est vrai que c'est chaud là pour Parce que là, en évoluer. fait, T'as sur roi raison, en G7, fait. on est un peu ennuyé, parce que sur roi G5, à tour G1, c'est ça? Oui, c'est ça. On peut pas jouer roi Non, G7. mais on joue roi H4. Ah, mais on peut Ah, le tour pas. H1, non, 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 d'accord, on peut pas. du fait, On donc, peut pas. peut-être, Oui, oui. peut-être ça qu'ils avaient analysé. Tu vois, mes mémoires, ouais, t'as raison, ça fait nul. Donc ici, effectivement, faut pas Ah jouer roi oui, G4. c'est Faut jouer ça en roi fait. G2. Et voilà, donc c'est vraiment ça qu'ils avaient raté, effectivement. C'est roi G2, c'est ce roi G2 là qu'ils avaient raté lors du direct. Ce roi Et, G2, et que les pions avancent tout seuls. Alors que roi G4, effectivement, ça fait nul, ils avaient raison. Et voilà, c'est roi G2, c'est assez subtil, hein. C'est que le roi peut pas avancer en G5 à cause de tour G1. Mhm. Roi G5, tour G1, et là, ça fait nul. Oui, oui, Ouais. oui. Voilà, C'est ça. c'est la pointe. Oui, oui, après, La on a pointe, nul avec le pion pour. contrepointe, Oui, roi c'est G2 ça. et les pions avancent tout Et seuls. les pions avancent tout seuls. Voilà, tout ça, Exactement. avec la de la tour, mais voilà, c'était, ouais. Et ce qui est impressionnant, c'est que lui, il a fait ça sur ses 10 secondes, les deux étaient sur les 10 secondes. Ouais, c'est une en rapide, c'était incroyable comme partie. Parce que KB5, ça a été, là, il avait pas que il avait les commentateurs, mais il avait les chats. Oh, grosse gaffe de Corona. Les gars, il n'aurait pas les machines, on aurait trouvé ce coup-là magnifique, quoi. Il aurait eu un point d'exclamation, quoi. C'est, parce que le temps qu'on trouve roi H1, le gain, je suis pas sûr qu'on l'aurait trouvé très vite, en fait, roi H1. Et surtout penser que Francis c'est un coup mauvais, quoi. C'est pas évident. On aurait juste critiqué roi prend E4, je pense, ça se faire, en cette note. Mais on aurait peut-être même mis point d'exclamation à KB5 plutôt que le coup passif KB7, KB5 qui dégage les noirs de façon magique, et qui en fait échoue à cause de roi H1. Mais c'est dire que, mais bon, voilà, bourde de Carter. Alors qu'en plus, les machines se trompaient. Ce qui est incroyable, c'est que les machines disaient le bon résultat, mais sur les analyses qu'elles donnaient, elles se trompaient. Elles n'avaient pas encore trouvé le coup roi H1, en fait. Elles indiquaient fou prend aussi, c'était que égal, en fait. Donc, bon, les machines n'étaient pas sur la bonne séquence à ce moment-là. Mais bon, plus maintenant. Maintenant, elles sont plus du tout les machines là-dessus. Elles ont beaucoup progressé. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Semaine Alors, prochaine, cours merci. aussi ou Oui. vous comment? voulez faire quoi la Ouais, semaine prochaine ou super. non? Moi, je suis là. D'accord. Bertrand, Oui, Gérard. tu nous avais demandé de réfléchir à Oui. des thèmes de Ah oui, vas-y, cours. je t'écoute. Alors, je vais t'en proposer un. Et c'est parce que c'est un problème qui m'a toujours. J'ai toujours eu ce problème-là. Alors, vas-y. C'est les positions avec plusieurs pions contre une pièce. Comment est-ce qu'on joue, surtout comment est-ce qu'on joue le côté qui a les pions? Parce que c'est vachement difficile, je trouve. Oui, non, mais surtout que ça, c'est quelque chose de très complexe. Que justement, j'ai eu des cours avec des élèves parfois plus faibles, mais quand je leur explique que eux, ils disent, en fait, ils préfèrent souvent jouer 3 pions qu'une pièce. Ils ont quand même, ils se souviennent tous d'une marée de pions horrible avec 3 pions, ils gagnent largement contre une pièce. Je leur fais, mais attention, parce qu'il y a plein de parties où je remonte, des fois, je remonte, où il y a carrément 4 pions pour une pièce, mais en réalité, les 4 pions ne valent pas du tout la pièce, quoi. La pièce est nettement beaucoup plus forte que les 4 pions. Je fais attention, mais oui, si pour moi, c'est l'équivalence théorique la plus difficile à jouer en pratique. Bah, en pratique, c'est pas assez simple, justement, et déjà, il faut voir si les pions ont une action de jeu ou non. Quand les pions n'ont aucune action de jeu et qu'on est encore avec beaucoup de matériel en jeu, ça craint pour les pions, hein, ça va, même 4 pions ne suffisent pas à compenser une pièce,
en milieu de jeu et si les pions n'ont pas d'action de jeu. Et après, non, mais c'est super dur les matchs pions. Mais ouais, bah, je pourrais pas tout voir une séance. Peut-être qu'on fera peut-être plusieurs séances pour ça. Mais voilà, d'accord. Mais oui, c'est un super thème parce que là, c'est vraiment très très dur à jouer parce que c'est vrai que on va faire pion contre pièce, mais aussi l'histoire des qualités pion pour pièce qui est un peu le même idée, qui pareil aussi sont très très durs à évaluer. C'est-à-dire que des fouilles de pion. C'est vrai que j'ai un élève une fois qui va en blitz était tout content parce qu'il avait fouille de pion contre une tour. Et c'est vrai que souvent il est très favorable. Sauf que là, c'est une finale où la tour était tellement plus forte qu'un fou que j'avais l'avantage quand même en fait, parce que la tour c'était une tour qui valait 6-7 quoi. C'était une tour qui voyait tout l'échiquier. C'était bon voilà, elle se baladait sur l'échiquier et le résultat elle valait bien plus tellement beaucoup plus que le fou. Et les pions n'avaient pas encore une action de jeu suffisante. Résultat, non, c'était une erreur. En fait, il était mieux dans la partie, mais quand il a fait cet échange-là pour rentrer dans la finale, c'est ce que j'espérais, parce que j'avais vu que ça serait très tentant. Parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à préférer fou et deux pions qu'une tour. Souvent dans le milieu de jeu, c'est carrément net avantage. Quand les pions ont l'action de jeu et que les tours sont pas actives. Mais en finale, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'à le cas de figure où les pions sont très avancés, et là, c'est très bon pour le fou. Le cas de figure où en fait les pions n'ont pas encore une grosse action de jeu et la tour est très très forte, ça peut faire mal au fou. Et même des parties de fort joueurs, là, des ouvertures qui sont basées là-dessus. Il y a une partie avec Nakamura, je crois, qui est comme ça, je sais plus qui contre qui, où effectivement, Westesso peut-être, où clairement, effectivement, la position, il y a 3 pions et fous, je crois, pour la tour, mais en fait, c'est complètement mort pour le fou. C'est complètement mort, la finale, en fait, est assez basique, en plus, à gagner, en plus, pour les blancs. Voilà, donc oui, effectivement, c'est un thème sympathique. Merci Gérard. Merci. C'est moi qui Salut te tout le remercie, monde. Bertrand. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. À bientôt, à la semaine prochaine. Et salut.